En fait, nous nous sommes rendus compte que ce qui se passe en Afrique, particulièrement, est une question d'autonomie. Les gens avaient pensé que c'est un problème économique. L'Afrique n'a pas un problème économique. L'Afrique n'a pas un déficit économique. L'Afrique n'a pas un problème. Rien n'a jamais été économique en Afrique. En plus, il faut bien spécifier, l'Afrique n'a pas un problème de développement. L'Afrique n'a pas un problème d'émergence. Bon, quand on parle d'émergence, il faut se poser la question, on émerge pour aller où? Tout ça, ce sont des termes qui n'ont rien à voir avec l'Afrique. En fait, la question africaine, c'est une question d'autonomie. Et c'est de là où est venu le concept de l'Afrique autonomie. Donc, la question africaine, c'est une question d'autonomie. Ça n'a aucun lien avec l'économie, ça n'a aucun lien avec le développement. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on rend une nation autonome, on résout toute la question. Et donc la question africaine, c'est une question autonomique et non une question économique. Ce n'est même pas un problème africain, c'est un problème mondial. C'est comme ça que World Prosperity Group a inventé le concept qui a permis de comprendre, après nos recherches très avancées, on est parvenu à comprendre que non, les nations n'ont pas besoin des questions économiques. Ce ne sont pas des questions, des crises auxquelles les nations sont confrontées ne sont pas des crises économiques. Ce ne sont pas des crises financières. Parce que partout on parle de crises économiques, on parle de crises économiques, crises financières, ce sont des crises économiques. World Prosperity Group est véritablement une institution qui a décidé d'offrir un ensemble de services visant à rendre les nations prospères. Parce que on a compris que c'est un problème de secret et qu'il y avait les véritables secrets de la prospérité des nations. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Toutes les erreurs qui ont été faites à travers l'aide au développement sont allées contre le progrès des nations. C'est-à-dire qu'on a renversé la pyramide. Et tant que la pyramide est renversée, il n'y aura pas de prospérité. Il y a un ensemble de facteurs, vous comprendrez bien avec les travaux que nous sommes. Nous avons mis au point Canada-Afrique. Canada-Afrique, c'est ce programme qui consiste à amener les Canadiens, les acteurs canadiens, à orienter l'aide au développement de l'Afrique, eux appellent l'aide au développement, on va appeler plutôt l'aide à l'autonomisation de l'Afrique. Parce que l'aide au développement de l'Afrique ne cherche pas à être développée. L'Afrique a besoin d'être autonome. Et pour ça, les concours doivent être en lien avec son autonomisation. Mais il y a un aspect plus important encore que ça dans le cadre de Canada-Afrique. Mais Canada-Afrique, c'est un programme qui consiste à révolutionner la façon d'apporter l'aide à l'Afrique. C'est-à-dire que si il y a une aide à apporter à l'Afrique, la manière dont on doit apporter l'aide à l'Afrique. C'est comme ça que j'ai écrit le livre S'il n'y avait que $1 pour l'aide. Dans le livre S'il n'y avait que $1 pour l'aide, c'est-à-dire que vous allez voir ça aussi, c'est un livre qui montre une formule mathématique par le biais de laquelle, si on avait à apporter une aide à l'Afrique, mais cette aide devrait respecter cette règle, parce qu'elle est simple. Parce qu'en respectant cette formule, on résout la question de l'autonomie de l'Afrique très, très rapidement. Ça ne prendra pas 5 ans pour que les effets majeurs puissent commencer à se faire sentir. Ça, il n'y a pas de doute pour ça. Et donc, le livre est capital. Nous voulons que ce livre soit aussi acheté. Parce que s'il est acheté, nous voulons le vendre. Parce que s'il est acheté, nous allons investir en Afrique. Parce que nous avons mis en place ce que nous avons appelé ALS. ALS, c'est Afrique autonomise le suivant. Afrique autonomatise le suivant, Afrique autonomise le suivant, ou bien autonomatise le suivant, ou bien autonomise le suivant. C'est-à-dire que chacun doit en Afrique être capable d'amener 2 à 3 personnes autonomes, de rendre 2 à 3 personnes autonomes. Ça, c'est très important parce que nous avons compris que c'est un aspect très important. Et si chacun pouvait rendre ne serait-ce que 2 personnes autonomes dans sa dynamique, mais c'est que la question on ne sera plus
Ça ne sera pas une autonomisation, mais ça va être une autonomisation exponentielle. Ça ne sera pas une autonomisation linéaire où on dit 1 plus 1, mais on va aller avec une autonomisation exponentielle. C'est-à-dire que chaque personne va autonomiser des personnes minimum. Si on le faisait 5, ça veut dire qu'en moins de temps, l'Afrique serait autonome. Cette formule est très très importante et s'inscrit dans le cadre de Canada-Afrique. Et nous sommes en train de voir avec plusieurs institutions canadiennes comment on va lancer cette dynamique en Afrique. L'aide, dans ces livres que vous allez voir aussi, il n'y a pas assez de... L'aide devient une aide efficace, mais c'est une aide efficiente. C'est-à-dire qu'on ne dépense plus l'argent comme 35 à 65% les coûts pour en faire les coûts de l'aide. Non. Il n'y a plus de coûts à attendre de l'aide. Donc les coûts sont très simples. C'est-à-dire qu'il y a la e-aide. Donc la e-aide, c'est que l'aide ou la télé-aide, l'aide se fait à distance. On n'est plus obligé d'investir des milliards pour envoyer des équipes de 500 personnes au terrain pour que ça coûte énormément d'argent. Donc il faut arrêter ça. Tout a été démontré avec le coronavirus d'ailleurs, qu'on n'a plus besoin de se déplacer pour aider une nation, pour apporter de l'aide. Ça se fait à distance. On peut apporter l'aide à distance. Ça résout une question très simple. Et là, nous sommes, nous sommes en train de travailler à ce niveau et voir avec plusieurs acteurs comment on va réussir à faire ce travail. Faire en sorte que l'aide ne soit plus l'aide, mais que ce soit l'aide qui aide à se passer de l'aide. Donc ce n'est plus de l'aide, parce que aider c'est différent, mais aider à se passer de l'aide c'est différent. Ça fait deux choses différentes. Et donc, Canada-Afrique amène le système canadien d'aide à l'Afrique à devenir un système d'aide à se passer de l'aide. Et c'est ce travail que nous avons mis en place avec Canada-Afrique. Et on va travailler un peu beaucoup avec beaucoup d'institutions. Donc ça, c'était un peu pour brièvement parler du Canada-Afrique. Votre dernière question qui était par rapport à la grandeur noire, c'est-à-dire de Black Witness. The Black Witness, c'est une institution que nous avons mise en place dans le cadre de World Prosperity Group aussi, de l'Afrique autonome, mais qui soutient la promotion de la grandeur noire dans le monde entier. Vous allez comprendre dans les explications que nous allons fournir, dans l'une des questions que j'ai vues d'ailleurs, pourquoi il est important que les Noirs se prennent en charge. C'est-à-dire que les Noirs sortent, pas se prennent en charge, ils sont déjà en train de se battre pour se prendre en charge, mais qu'ils changent la méthode. Qu'ils changent complètement la méthode. Vous allez comprendre dans le cadre de ça. Et de Black Witness, c'est l'institution que nous avons mise en place pour pouvoir aider à l'échelle mondiale tous les Noirs dans le cadre de cette activité, à faire en sorte que nous ayons, que les Noirs aient à mettre en place une institution, une structure, un dispositif qui va les aider à d'abord devenir autonomes. C'est le plus grand mandat. Faire en sorte que chaque Noir dans tous les coins soit capable d'être autonome pour qu'il puisse apporter à sa communauté. Parce que nous nous sommes rendus compte que, et je l'expliquerai par une théorie que j'ai appelée la théorie de la pente, lorsqu'on est dans la pente faible, l'eau passe par la pente faible. C'est la théorie de la pente. C'est la théorie de la pente. Partout où on a une position faible, ben l'eau va passer, l'eau qui passe chez vous, ça sera une eau sale. Et c'est ça la vraie théorie. La théorie, c'est que l'eau sale passe par la pente faible et la meilleure eau, l'eau de la prospérité, l'eau du succès, l'eau de la félicité, l'eau de tout ce qui est des stars, de renommées, là, de la légende de l'eau. Cette eau-là passe par les pentes fortes. Alors pourquoi ne pas aller se battre pour être dans les pentes fortes, pour pouvoir recevoir ces eaux, que de rester dans les pentes faibles et se retrouver confronté aujourd'hui avec ces genres de massacres publics qui sont opérés sur les Noirs à travers le monde entier, dans tous les pays. Partout, les Noirs sont
ils sont les plus malheureux au monde. Les Noirs sont toujours traités comme ça. Ce n'est pas un discours, je vous l'ai dit. Ce n'est pas parce que les gens sont noirs qu'il y a ces faits. C'est parce que c'est la position des Noirs qui fait que les gens pensent à ces Noirs ce qu'ils font. Les Chinois étaient dans la position. Les Chinois étaient dans la même position, mais comment les Chinois se sont retrouvés aujourd'hui là où ils sont? Parce que les Chinois ont commencé à monter à la pente forte, sur la pente forte. Et tant et aussi longtemps que nous allons rester sur la pente, au niveau de la pente faible, les Noirs vont subir ça. C'est une théorie qui est là. Mais vous allez comprendre aussi d'autres théories qui vont vous aider à comprendre. Parce que là, lorsque votre question vous la posiez, je me rappelle, je vais développer ça aussi. Alors, j'ai compris que c'était nécessaire que cette explication vous soit fournie. C'est une question de où nous sommes. Est-ce que nous sommes sur la pente faible ou est-ce que nous sommes sur la pente forte? Peu importe la couleur, si vous êtes sur la pente faible, les gens vont vous massacrer. C'est un monde qui est fait comme ça. C'est un monde qui est fait comme ça parce que nous sommes sur la pente faible. Si nous prenons la pente forte, c'est la célébrité qui passe par la pente faible, la pente forte. Parce que la preuve, elle est là. Il y a des Noirs parmi tous les Noirs pauvres, mais qui sont célèbres au monde, qui sont acclamés. Barack Obama, quand il vient, on ne voit pas un Noir, on voit un président des États-Unis. Et tout le monde se lève, mais c'est pourtant un Noir. Donc, alors, c'est une question de pente. Il y a des gens qui, par les pentes individuelles qu'ils ont adoptées, sont aujourd'hui influents. Notre problème, c'est d'adopter une pente commune, donc la pente collective, qui va devenir plus forte. Il y a des pentes individuelles qui sont fortes, mais il y a un plan de pente collective. Et une nation, c'est la pente collective. La pente collective, elle doit être forte. Donc, votre question, en lien avec ce que les Noirs doivent faire, je viens à ça, mais on va répondre à cet aspect. Peut-être que je vous donne un avant-goût par rapport à la question. Je crois que c'était cet aspect pour moi que je trouvais très important. Alors, oui, ce qui me rappelle, enfin, ce que me rappelle la question, la violence qui s'est passée aux États-Unis, avec le massacre public, la tuerie publique qui a été orchestrée en plein air devant tout le monde entier. D'abord, il faut retenir que c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. C'est même pas un plan des États-Unis, c'est dans presque tous les pays esclavagistes. Dans tous les pays où il y a eu, on a traité les Noirs comme des sous-êtres. Dans tous ces pays, il y a toujours des choses qui sont un peu des choses qui vont, qui sont des choses qui banalisent l'être noir dans toutes ces zones, dans ces régions, dans ces pays. Tous les pays esclavagistes. Cette logique n'est pas finie. Cette logique, elle est là, elle est ancrée en ces gens. Mais je vais expliquer ça. Il y a des pays qui sont en train de faire des efforts pour sortir de cette logique. Mais ces pays ont vécu dans ces systèmes. Ces pays se sont consolidés, se sont construits à travers ça. Un pays qui s'est construit pendant des siècles, avec des mécanismes comme ça, c'est pas bonjour que ça va abandonner. Et donc, oui, d'abord c'est une violence qui me rappelle ça me rappelle d'une chose. D'abord, ça me rappelle de la nature même de cette violence. C'est-à-dire, voilà, on est dans un public, dans un monde décivilisé, et c'est là où on tue de façon publique une personne qui est en train de mourir devant tout le monde et qui meurt devant tout le monde, devant un public, et on est là arrêté, on le voit comme un film. C'est le plus grand, c'est un aspect, c'est l'un des aspects très particuliers de ce massacre public. J'appelle massacre public, le massacre n'est pas simplement parce qu'on a tué la masse, d'accord, on peut mettre le mot massacre, mais c'est une tuerie publique. C'est une tuerie publique.
C'est une tuerie publique. On a tué une personne publiquement. Alors, comment peut-on défendre un pays comme ça qui tue des individus publiquement? Et ça, ce n'est pas le premier. Il y a des cas de tuerie aux États-Unis, qui sont spectaculaires. À propos des Noirs. Des tueries qui sont orchestrées sur les Noirs aux États-Unis, les Afro-Américains. Les Afro-Américains, ces tueries qui sont opérées sur ces gens sont de rare nature. Ça, c'est connu de tous. Alors, on va se poser des questions. Pourquoi il y a ce genre de tueries? Mais c'est l'histoire. C'est l'histoire des États-Unis. C'est l'histoire des États-Unis. Il y a c'est un massacre, il y a eu des tueries, il y a eu des massacres. Les États-Unis sont habitués à des massacres. Les États-Unis ont été habitués dans leur histoire à des massacres. Mais comme je l'ai dit, tous les pays occidentaux qui ont perpétré qui ont vécu dans tout ce qui est en lien avec l'esclavage, la traite des Noirs, la colonisation, ces pays-là n'ont que ça. Aujourd'hui, ces pays ne peuvent pas se passer de ça. Tous les actes qui sont barbares contre les Noirs ont été orchestrés, pas juste les Noirs, mais les autres peuples, mais surtout contre les Noirs, parce que les Noirs ont été le peuple sur lequel tous les autres peuples se sont assis. Donc c'est un aspect très important. Ça veut dire, tu vas être d'accord avec moi, c'est pour dire que ça ne pourra pas. C'est un aspect, c'est une violence qui est systémique. C'est une violence institutionnelle. La violence aux États-Unis est de deux ordres. Il y a une violence institutionnelle, c'est-à-dire qui est créée par la structure elle-même, et qui a été favorisée d'abord par l'histoire, mais aussi la Constitution américaine. Il y a le 13e amendement qui donne plein droit, plein usage à mettre en prison, à orchestrer des tueries, en tout cas à mettre en prison celui qu'on juge comme étant un criminel. Or, la définition du criminel, c'est quoi? Si on te prend, tu es derrière les barreaux, ce n'est pas toi qui te défends maintenant, ce sont les gens qui te défendent. Or, aux États-Unis, les Noirs, il a été montré que sur 1000 personnes, sur 1 million de personnes, 30 Noirs ont la probabilité très élevée, c'est-à-dire que 30 personnes sont en prison. Sur 1 million de personnes, si on prend 1 million de personnes, contrairement aux Blancs qui sont de 20 000 personnes, en fait 20 personnes par 1 million, mais les Noirs, il y a à peu près 30 personnes et plus sur 1 million de personnes. C'est-à-dire quand on prend 1 million, pour un quota de 1 million, il y a au moins 30 personnes qui vont aller en prison. Et les gens dans la population carcérale, d'abord la population carcérale aux États-Unis, est une population, c'est en 2018, on disait, d'ailleurs en 2017, on disait que la population carcérale aux États-Unis était de 25% de la population carcérale mondiale. Pourtant, les États-Unis ne représentent que 1% de la population mondiale. C'est-à-dire quand on prend la population totale américaine, on la dilue, elle ne fait que 1% de la population totale mondiale. Or, c'est aux États-Unis où à l'époque, en 2017, il y avait 25% de la population carcérale mondiale se trouvait aux États-Unis. Ça veut dire qu'il y a un problème de système. Comment le système produit les prisonniers? C'est comme ça que je vais appeler. Ça veut dire que comment le système lui-même produit les prisonniers. Parce que lorsqu'on est noir, c'est 30 personnes sur 1 million d'habitants. Donc, dans une population de 1 million d'habitants, il y a au moins 30 personnes qui sont en prison. Il y a plus de chances de se retrouver en prison. Et qui sont derrière, qui sont en prison, on ne sait pas. Il y a eu des tueries qui ont été orchestrées aux États-Unis, surtout contre les Noirs. Contre les Noirs. Et ça a été ça parce que les Noirs ont été dans l'histoire des esclaves. On les a traités comme des esclaves. C'était des Occidentaux qui ont quitté
l'Occident, vous le savez, l'histoire de la traite des Noirs, l'histoire de l'esclavage, ils sont allés en Afrique pour prendre des gens. Et ce sont ces gens, ils ont tué d'ailleurs pour prendre des gens en Afrique. 13 personnes contre une personne. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a une personne qui est sortie de l'Afrique pour être ici, aux États-Unis, ou dans les pays esclavagistes comme en France, dans tous les pays esclavagistes en Europe d'ailleurs, tous ces pays, il a fallu 13 personnes, qu'on tue 13 personnes. C'est comme ça qu'autour du XIIIe siècle, il y avait à peu près combien de personnes? On avait, d'après les statistiques, il y avait on tendait autour d'1 milliard d'habitants en Afrique, les Noirs. Mais après leur mouvement, après cet orchestre qu'ils ont perpétré, ces tueries qu'ils ont perpétrées avec leur histoire de prendre les gens pour aller les esclavagiser, mais ça fait quoi? Après, on s'est retrouvé avec 400 millions d'habitants. Quelques 400 millions d'habitants. Ça veut dire qu'il y a plus de 600 millions qui sont partis. C'est comme ça que les Noirs ont été traités. Mais il faut voir que dans l'histoire, les Américains, aussi aux États-Unis, les autochtones qui étaient là, calculent, on dit, d'ailleurs les statistiques ont montré que autour de 80 millions à 100 millions de personnes ont été tuées aux États-Unis. Autochtones, on les a fait disparaître. Donc ça veut dire que la question des Noirs, c'est juste une question de temps. Les gens, ils font tout le montage pour qu'on arrive à ce système. Mais je vais vous expliquer pourquoi les Noirs sont dans les peuples se retrouvent dans cette situation. La situation c'est une situation historique. Donc, la première chose, comme je disais, le 13e amendement aux États-Unis a permis de faire ça. Donc, historiquement, c'est un pays qui a un système institutionnel qui permet donc un racisme institutionnel. Les Noirs ne sont pas importants, c'est des animaux, ils n'ont pas d'âme. C'est comme ça qu'on est perçu, les Noirs sont perçus aux États-Unis. Nous sommes au XXIe siècle. Et il y a des personnes qui ont un cerveau tourné, cerveau malade. Et ça a commencé au temps, ça fait très très longtemps. On a pensé que ces gens pouvaient guérir, mais ils ne sont pas guéris encore. Et ils sont nombreux sur la planète, dans ces pays esclavagistes. Ils ont un problème de santé mentale. Ils continuent de penser qu'il y a des êtres inférieurs. Voilà. Et on a ces pays, ce sont ces pays qui se sont dit civilisés et qui étaient allés en Afrique, qui étaient allés dans tous les pays du monde, qui ont colonisé. Voilà comment l'Europe a imposé un retard massif à tous les autres pays au monde. Et l'humanité est aujourd'hui prise avec ça. C'est ce qui se passe. Vous avez lu, vous avez beaucoup d'écrits à ce sujet, tout ce qu'ils savent, et voilà, c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On est rendu à ce stade. Alors, quelqu'un va me dire non, parce que ce sont des situations, on s'est rendu, c'est avec l'histoire, peut-être ça va changer. Non, je vais vous montrer que ça ne pourra pas changer. Je vais vous montrer avec des preuves à l'appui comment ça ne pourra pas changer. Donc, alors, il y a une raison systémique. Donc, le système américain lui-même, il est fait comme ça. C'est un système qui a été fait pour rendre, pour mater les peuples, pour réduire les peuples à leur dernière expression. C'est comme ça que ça a été, parce que les peuples esclavagistes, donnez-moi un peu le terme qui est très important, les pays esclavagistes sont naturellement des pays masculinistes. C'est démontré. Tous les pays esclavagistes qui ont rendu l'esclavage comme étant leur héritage, ils ont progressé, ils ont volé tout dans ça, ils se sont nourris dans ça, ils ont fait tout dans ça. Tous ces pays sont des pays masculinistes. Aujourd'hui, ce sont des pays qui se battent pour essayer de faire en sorte que on essaye de les voir comme étant des pays qui ont dépassé le seuil qui sont en train d'évoluer, qui sont des pays féministes, qui donnent de la valeur aux femmes, mais c'est faux. Ce sont des pays hautement masculinistes. Vous avez vu les pays comme les États-Unis. Il n'y a pas de femmes aux États-Unis comme présidente. La France, ce sont des pays, c'est tous les pays européens, les pays occidentaux, 99% sont des pays masculinistes. Il n'y a même pas un pays qui soit un pays
occidentale qui ne soit pas masculiniste. Parce que c'est les pays qui ont colonisé tous. Et là, et tout ce qui est en lien avec la violence est masculine. Tous les pays masculinistes ou masculins sont des pays violents. C'est des pays dont l'histoire est basée sur la violence. Et c'est des gens qui ont massacré leur propre peuple. Pas juste les Africains. Ils ont massacré des peuples. Leur propre peuple. Des guerres. Et donc ils sont habitués à cette logique de dominer l'autre. Mais j'ai fait des recherches pour savoir pourquoi ces pays-là faisaient tout ça. J'ai compris que c'était des pays hautement masculinistes. Des pays où ce n'est que l'homme qui est là. C'est des pays patriarcaux. C'est-à-dire que c'est l'homme qui dirige. C'est l'homme qui dirige. Or, l'Afrique était une Afrique matriarcale. C'est après cette colonisation où on est venu insérer des logiques tordues en Afrique, où l'Afrique est devenue aujourd'hui patriarcale et il n'y a rien qui avance. C'est des conflits, c'est la guerre, c'est ça. Parce que l'Occident est un Occident patriarcal. Donc aujourd'hui, ce sont des conflits, mais aujourd'hui, il n'y a pas de... on le voit, il y a les pays, il n'y a pas de pays à la tête desquels on a, ou à la tête duquel on a des femmes. Très rarement en Europe. Il n'y a même pas ça en Europe. Un ou deux pays, il y a quand même combien de pays au monde? Mais tous les pays sont dirigés par des hommes. Donc, pour revenir à votre question, la question que vous avez posée concernant est-ce que comment je vois la violence? Oui, c'est une violence systémique, donc qui est institutionnelle, mais il y a une violence institutionnelle aussi. Il faut expliquer l'autre aspect. D'abord, c'est aux États-Unis où on autorise le port d'armes, c'est-à-dire que chacun, le gouvernement donne l'autorisation à tout le monde de s'armer, de se défendre. C'est plus qu'une jungle. Toutes les nations civilisées, même pas avancées, même pas des nations très civilisées, mais à moitié civilisées, ne peuvent pas accepter que chacun puisse se faire la justice. C'est une façon de dire on se fait la justice. C'est le seul pays au monde qui se fait la justice, qui malheureusement est le modèle pour tous les autres pays occidentaux, malheureusement. Et comme ça, le monde baisse avec cette imagination tordue. On est là où on se perd dans un monde où on dit, on pense que c'est parce qu'il faut que les gens pensent comme nous. Parce que c'est comme ça qu'on se passe aux États-Unis. Les États-Unis ont perdu des millions dans la guerre. Si quelqu'un n'est pas avec eux, ben, personne n'est opposé à eux, c'est la guerre. Et quelqu'un m'a posé, ce n'est pas une question que vous avez posée, quelqu'un m'a posé une fois la question quand les États-Unis vont finir. J'ai dit non, c'est juste un plan de temps. Parce que quand un pays fait les deux choses à la fois, c'est un pays qui est parti déjà. Un pays qui est injuste à l'égard de son peuple, à l'interne. C'est-à-dire qu'à l'interne, un pays qui a un déficit de justice à l'égard de son peuple, à l'égard de ses composants, c'est un pays meurtri, il est parti. La deuxième, un pays qui prend l'argent, qui est toujours dans les guerres, qui investit pour les guerres. Un pays comme ça, il est parti. Les États-Unis n'existent plus. Ça, je l'ai dit. Il m'a dit, on est en train de voir, ça fait maintenant 5 ans, on est en train de voir comment les États-Unis sont en train de baisser. Les Américains avaient montré qu'ils avaient le système le plus sophistiqué au monde. On est en train de voir des morts aujourd'hui. C'est le coronavirus qui est en train de tuer des gens. Des questions de santé anodines, pardon. Des questions anodines de santé. Un grand pays n'est pas capable d'offrir ses services de santé à son peuple. Des gens meurent comme des poussins. En France, c'est la même chose. Tous ces pays avaient crié sur les toits qu'ils étaient développés. Mais ce sont des pays pauvres aujourd'hui. Se battent pour montrer qu'ils existent. C'est ce que j'ai appelé le festival de mégalomanie. Les nations doivent arrêter parce qu'ils ont démontré les failles. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Les failles sont énormes. Il y a assez de failles. Donc il faut sortir de cette logique de failles où on se met dans des dynamiques pour compenser je ne sais quoi. Et aujourd'hui, on est rentré, on est dans ce système. Alors, donc la violence
La violence est américaine. La violence est américaine, c'est dans leur sang. Ils ont évolué avec ça. La deuxième chose, c'est que c'est un pays, le système est basé sur ça. Donc, il n'y a pas de droit, la justice, parce que là où on dit, il y a un peuple qui est esclave, qu'on traite les autres, et les autres ne sont pas esclaves, c'est un pays d'injustice. Ce pays n'avance pas. Ce pays se détruit lui-même, il s'auto-détruit, il finit par s'auto-détruire. Et c'est la situation de tous les pays esclavagistes qui ont cette logique finiront par ça. Donc ça, je vous le dis déjà, tous les pays qui ont été des esclavagistes, qui ont continué à mater les autres peuples, et qui ont encore ça dans leur logique, parce qu'il y en a des pays que je connais qui sont encore en retard, qui pensent qu'ils sont blancs, parce que blanc est intelligent des tournures, des questions de santé mentale qui n'ont pas. Il y a des écrits, il y a la recherche, il y a tout, il y a la science. Et ils font comme s'ils ne lisent, puisqu'ils ne lisent pas. Bon, on a compris que les gens aujourd'hui, dans le monde entier, il y a beaucoup d'effets. L'éducation est en train de passer d'un camp à un autre aujourd'hui. Ce qui se disait les plus avancés en savoir, on est en train de voir d'autres choses qui changent. D'ici quelques années, les grands discours vont s'éteindre. Et donc, on verra ça. Donc, alors, mais ce n'est pas le moment de rentrer dans ces détails-là. Il y a à cette question une question plus simple. Est-ce que les États-Unis sont capables de sortir de cette logique-là? Non, les États-Unis ne vont pas sortir de cette logique parce que ça va continuer toujours. Vous avez posé la question par rapport à Trump. Comment vous voyez la situation? Qu'est-ce que vous pensez de Trump? Trump, c'est un produit américain. Trump, c'est quelqu'un, bon, c'est pas une personne très éduquée, c'est une personne qui a eu l'argent à travers ses parents, donc c'est pas une personne beaucoup cerveau, c'est une personne, mais la démocratie américaine, c'est dire que la démocratie américaine, on parle de démocratie, de la violence, des barbaries, là où on produit des gens comme ça, c'est normal qu'on ait une personne comme ça à la tête de ce type de nation. C'est à quoi les États-Unis sont confrontés. Les États-Unis n'ont même pas fait un siècle de domination, d'influence. C'est le pays qui va partir. Tous les pays qui se disaient forts, l'Angleterre faisait la force, l'Angleterre est où? Elle est partie. La Grèce, tous les pays qui étaient les pays se disant forts sont plus là. C'est dire que l'histoire change. C'est pourquoi les gens doivent avoir une éducation, à avoir du respect pour les autres. L'histoire de on est fort, on est dominant, on est blanc, on est ceci, c'est de l'ignorance, il faut sortir de ça. Pas besoin de ça, il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. C'est l'ignorance des utopies d'avant. On a vu ça. C'est des gens qui n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas étudié, ils sont dans la logique blanc et ceci, blanc, c'est vraiment. Ça ne passe pas, il faut sortir de toutes ces choses-là. Le monde a autre chose à faire. On est dans un monde où les blancs sont en train de mourir comme les noirs. La question qui se pose aujourd'hui, blanc est où? Blanc est où face à coronavirus? On a un peuple meurtri à tous les niveaux, noir comme blanc. C'est la question qu'il faut se poser. La question c'est qui est notre problème? Et c'est comme ça que quand vous m'avez posé la question du racisme, ça vient à la question du racisme, il n'y a pas de racisme. Il existe l'acte des gestes à l'égard des autres en disant ça, mais ce qui est la cause, ce qui est la vraie cause de ce racisme, de ces gestes-là, il faut aller voir ça, parce que moi je dis c'est plutôt des formes de discrimination, mais ce qui est à la base de ça, c'est l'homme. Il n'y a pas racisme, parce que le mot racisme va renvoyer à quelque chose, à un débat qui est très différent. Et les gens vont vouloir penser que racisme veut dire quoi? C'est-à-dire que derrière le mot racisme, il n'y a pas une personne. Il y a le racisme, donc on dit les gens sont racistes au Canada, les gens sont racistes aux États-Unis, les gens sont racistes en France, les gens sont racistes en Angleterre. Mais après, qui est raciste? On ne trouvera jamais le mot, celui qui est responsable du racisme. Et moi, j'ai fait des recherches pour comprendre est-ce qu'il y a véritablement du racisme. Je voulais comprendre ça. Et s'il y a du racisme, qui est derrière ça? Est-ce que cette personne ne fait que du racisme? J'ai compris qu'il n'y avait pas
quelqu'un qui faisait juste du racisme. J'ai compris qu'il y avait quelqu'un qui faisait toutes les formes de discrimination et que c'était son travail. Donc, il fallait chercher ça pour voir qui est derrière ça. Est-ce que c'est vraiment racisme parce que les gens n'aiment pas la couleur ou bien il y a une autre chose? Donc, j'ai compris que ce n'était pas un problème de couleur, c'est un problème d'homme. C'est l'homme qui n'aime pas les autres, qui a toute forme de discrimination, parce que ça prend la discrimination pour qu'ils se sentent forts. J'ai compris que c'est un problème d'homme, c'est pas un problème de tel pays raciste. Non, parce que si vous dites tel pays raciste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis ou bien le Canada, si on dit que les Canadiens sont racistes, alors que bon, c'est une comparaison. Si on dit que les Canadiens sont racistes, ça veut dire quoi? Ça ne dit rien. Ça veut dire que et les femmes, et les hommes, et les enfants, les vieillards, et tout le monde est raciste. Mais qui est raciste au Canada? Si on fouille bien là, si on veut voir la vérité, il faut qu'on trouve celui qui est raciste. Non, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Qui est raciste aux États-Unis? Il y a une seule personne qui est raciste aux États-Unis parce que c'est elle qui a fabriqué le racisme. Il y a une seule personne qui a fabriqué le racisme mondial. C'est pas juste le racisme. Toutes les formes de discrimination. Racisme, sexisme, l'homophobie, toutes les formes de discrimination. Régionalisme, tout ce qui est isme, c'est quelqu'un qui a produit ça. Cette personne-là s'appelle l'homme. C'est H-O-M-M-E. L'homme masculin, pas l'homme, parce qu'on fait des confusions où on essaie de dire que l'homme est égal à la femme plus l'homme. Mathématiquement, ça ne tient pas. Donc, ça ne veut rien de tordu ça. On ne peut pas dire l'homme plus femme égale à homme. Ça veut dire qu'on peut effacer le homme, donc ça veut dire homme, femme égale à 1. Ça signifie quoi? C'est un problème ça. Il faut être logique. Il n'y a que l'homme. C'est l'homme qui est le problème de la discrimination dans le monde entier. Le véritable chaos qui est le chaos de l'humanité, c'est l'homme. Je le dis parce que j'ai écrit le livre La femme et le robot de la cité. J'ai écrit un autre livre aussi qui vient de paraître, qui est très important d'ailleurs, que j'ai appelé Condamné au chaos. Condamné au chaos, c'est l'humanité qui est condamnée au chaos. L'humanité va rester condamnée au chaos. L'humanité ne va que connaître le chaos. Tant et aussi longtemps que c'est l'homme qui va être à la tête des nations. C'est l'homme qui est le chaos de l'humanité. C'est l'homme qui est le problème de l'humanité. Il n'y a pas deux personnes qui sont la cause du problème de l'humanité. C'est l'homme. J'ai fait des recherches pour comprendre. Et j'ai essayé de voir toutes les stratégies que l'homme utilise. Et c'est comme ça que j'ai écrit ces derniers livres. Vous allez voir des vidéos qui viendront pour expliquer pourquoi et comment l'homme le fait. Je suis en train de produire un film. Un film sur ce que l'homme a fait à l'humanité. L'homme masculin, pas la femme. Et j'ai essayé de travailler pour comprendre, j'ai essayé de faire des études pour comprendre quelle est vraiment l'utilité de l'homme. J'ai compris que l'homme n'avait qu'une seule utilité, parce que si on l'enlève de la société, la seule chose que l'humanité que l'humanité va regretter va être la procréation. Parce que la femme ne pourra pas procréer. Parce que ça lui prendrait un homme pour qu'on puisse avoir tous ces processus de fécondation, pour qu'on puisse avoir un enfant. Donc, c'est tout ce que l'homme, c'est tout ce que la société va manquer, l'humanité va manquer. Malheureusement, donc on ne peut pas le sortir du système. Mais c'est le plus grand chaos. Parce que tout ce qui se passe contre l'humanité, c'est l'homme. Dans ce livre-là, j'explique très bien, je montre urgence présidente. J'explique aussi très bien. Derrière le chaos et choses condamnées au chaos et l'homme contre l'humanité, urgence présidente, les trois livres-là, qui sont des livres en lien avec la façon dont l'homme traite l'humanité, la façon dont l'homme a pris l'humanité en otage
Vous allez voir ça dans ces différents livres. Et ça explique clairement comment l'homme est en train de fatiguer l'humanité. Et c'est un début de commencement. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui rendus, nous sommes dans les confinements, ça c'est pas un confinement de 2 jours, c'est un confinement des mois entiers. Nous sommes rendus, l'humanité, toute l'humanité est on est dans le confinement, dans les maisons. Personne ne sort. C'est quoi ça? Parce que ça prend des hommes qui sont devenus très riches, ils sont tellement devenus riches qu'ils veulent avoir un contrôle sur l'humanité pour agir sur les boutons. Quand ils appuient le bouton, ça produit tel résultat. Et ils sont dans cette dynamique. Parce que quand l'homme s'enrichit, il cherche à prendre le contrôle sur l'humanité. J'explique dans ces livres. Allez acheter ces livres. Achetez ces livres parce que ça vous permet de comprendre. Les gens, quand j'ai interrogé des milliers de personnes à travers le monde, les gens, quand ils disent la cause de nos problèmes, non, c'est la politique. Non, c'est l'économie. Non, c'est ceci. Mais personne n'indexe l'homme. Je suis resté à fouiller. J'ai compris comment l'homme a pris l'humanité en otage. L'homme masculin, comment il traite l'humanité. Du début à la fin, c'est d'abord un être injuste. Il fait tout contre l'humanité sans se rendre compte. C'est-à-dire qu'il le fait malgré lui, il ne sait pas. C'est comme ça que j'ai écrit le livre. Le premier livre, La femme et le robot de la cité, parce que le comportement de l'homme est le comportement typique d'un robot. Il agit contre lui-même. Et j'ai compris les raisons qui font que l'homme fait ça. Donc, vous pouvez comprendre les raisons de ça dans le livre. Alors voilà, c'est à quoi aujourd'hui l'humanité est. Donc ça veut dire que ça ne peut pas, quand on me pose la question, est-ce que ça va changer? Ça ne changera pas. Ça ne va pas changer parce que pour que ça change, il faut que le pouvoir ne soit pas dans les mains de l'homme. Parce que c'est l'homme qui décide, c'est l'homme qui fait tout. C'est l'homme, tout dans le monde entier est dans les mains de l'homme. Pourquoi ça ne peut pas changer? La première chose, c'est qu'on ne change pas une bonne recette. Donc les pays occidentaux, où il y a la violence, où il y a des tueries, où il y a des massacres, ça va continuer. Où on tue les Noirs, où on les esclavagise, où on les minimise, on les banalise, on les traîne dans les rues, où on les amène partout, ils sont en prison, comme aux États-Unis. Ils sont en paquet aux États-Unis. Les Noirs sont tués en France, comme ça. Tout ça, ça va se passer, ça va continuer. Parce que ce sont des pays qui n'ont vécu que de ça, qui ont vécu dans ça et qui n'ont connu que ça, qui ne peut pas changer. Il ne peut pas changer. Pourquoi il ne peut pas changer? Il y a une théorie à ça. D'abord, comment les pays là ont été construits, ça répond à la théorie de ce qu'on appelle la théorie de l'imprimante. Dans la théorie de l'imprimante, l'acteur qui crée une société, qui édifie une société, qui gère une société, il imprime ses valeurs. Si cet acteur est un acteur violent, mais il imprime à cette société la violence. Si c'est un acteur sage, il imprime à cette société la sagesse. La violence a été imprimée dans le corps physique même des États-Unis. Ça ne peut pas changer. Les pays esclavagistes, ils ont intériorisé, ils ont introduit la violence dans leur style, dans leur façon de percevoir l'autre. Il ne peut pas changer. Ils ont utilisé ça pour construire. C'est ce qu'on appelle, la théorie de l'imprimante. La théorie de l'imprimante, c'est que l'acteur qui gère une société, il imprime ses valeurs. Et c'est justement la chose qui se passe. Mais l'autre chose, dans la théorie de l'imprimante, c'est que les gestes que vous posez, c'est ce qu'on appelle, c'est très important, les gestes que vous posez pour construire une société deviennent la norme de gestion. Si vous utilisez la violence pour construire une société comme ça se fait aux États-Unis, pour tuer, massacrer, ils ont rendu des millions de personnes esclaves aux États-Unis, des Africains, des Noirs. Les Noirs ont été rendus esclaves dans plusieurs pays, partout ils ont fait ça. Ils ne pourront pas cesser. Il y a des pays qui ne peuvent même pas se défaire de la colonisation aujourd'hui. La France est minable aujourd'hui. La France est dans la colonisation. Elle ne peut pas sortir de la colonisation. Parce que d'abord, il y a un plan de logique. J'ai appelé ça, ce que j'ai appelé, c'est
C'est un phénomène qui se passe, qui influence, c'est un paradoxe, mais c'est vraiment un phénomène qui va jouer sur celui qui colonise. Quand il colonise, la colonisation, tous les produits de colonisation, le comportement, l'attitude, tout ce que ça a un effet sur toi qui colonise. La France pouvait inventer assez de choses, les pays colonisateurs pouvaient inventer assez de choses, mais comme ils ont eu l'opportunité pour voler, pour piller, ils ont arrêté de réfléchir, d'inventer, de créer. Et ils se sont retrouvés dans une situation où ils n'ont que à voler. Ils n'ont que à piller. Et ils apprennent à leurs enfants comment aller voler en Afrique. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tous les pays occidentaux ont appris à leurs enfants, leurs multinationales, leurs entreprises, à tout comment voler en Afrique. La fin n'est pas bien. Parce que ça veut dire qu'on éduque ces progénitures à devenir des voleurs, des pillards, des ravisseurs, des filous, des fripons. C'est ce que ça fait. Alors comment on peut éduquer ces progénitures à devenir comme ça? C'est ce à quoi les pays esclavagistes sont confrontés. Ça, ce n'est même pas ça. Ça vient encore. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas ça seulement. Il y en a encore d'autres choses que vont connaître ces pays. Tant et aussi longtemps que ces pays n'ont pas laissé, n'ont pas abandonné, n'ont pas réussi à comprendre qu'un peuple, les hommes, les humains sont les mêmes. Les femmes sont les mêmes. Il n'y a pas de différence. Et que l'intelligence doit être là pour comprendre que c'est juste un plan de pigments. C'est juste un plan de pigments. Et que ça n'a aucun lien. Le contexte dans lequel il y a combien de cerveaux africains noirs qui ont innové des choses dans le monde entier. Est-ce que ça prend quoi pour que vous le compreniez? Si vous ne pouvez pas comprendre ça, vous continuez encore à penser comme ça. Et il y a des gens comme ça qui ont des cerveaux tordus, mais qui malheureusement sont à la tête des nations. Vous avez des gens comme Trump, qui sont encore à la tête des nations, c'est des grandes nations. Et c'est des nations qui sont dirigées par des gens comme ça. Et ils sont nombreux. Il y a beaucoup de présidents comme ça. Dans tous les pays esclavagistes, c'est comme ça. Ils sont comme ça. Si ce n'est pas le président, ça va être le vice-président. Il y a toujours des gens comme ça parce qu'on leur a appris en famille. C'est comme une question de religion. Il y a toutes les familles, quand vous demandez aux gens, ceux qui ont été religieux dans leur famille, ben les enfants naissent religieux dans la même famille, ils deviennent comme ça. Donc les esclavagistes mettent au monde des enfants à qui ils inculquent une culture esclavagiste. Parce qu'on leur apprend à ne pas voir, à ne rien voir des autres enfants. C'est très grave. Parce que le monde n'est pas fait comme ça. Le monde, c'est autre chose. Ce n'est pas la suprématie, c'est la bassesse. Parce que lorsqu'on n'est pas capable de voir l'autre, ou de se voir à travers l'autre, mais c'est qu'on n'a rien compris. Parce que la maturité, c'est ce que la façon de percevoir l'autre. La maturité, ce n'est pas par rapport à toi. La maturité, c'est par ta maturité pour exprimer l'expression de ta maturité, c'est ta relation avec les autres. Si tu n'es pas capable de faire ça, ils ont demandé à un docteur, c'est Nightingale qui avait demandé, le plus grand spécialiste en développement personnel, il a demandé à un docteur aux États-Unis, à l'époque, en 1956, il lui posait une question simple. Il disait, qu'est-ce que c'était une personne éduquée? La réponse à l'époque, en 1956, je suis toujours surpris de voir qu'en 1956, les gens n'aient pas encore eu le temps d'aller voir ça, qu'ils n'aient pas compris ça, malgré toutes ces définitions, qu'ils n'aient pas pris, qu'aux États-Unis, les gens n'aient pas encore appris cette leçon. La définition du docteur était, une personne éduquée est une personne qui, placée dans n'importe quel contexte, peu importe le contexte, est capable de se tirer d'affaire sans impacter sur le droit des autres. Voilà une définition en 1956. Vous avez à l'époque des gens qui étaient en train de tuer des Noirs dans les rues. Ils sont forts parce qu'ils tuent. J'ai vu dans l'histoire de la colonisation comment la France est partie aux États, en Afrique, au Cameroun. Ils ont tué des indépendantistes. Eux, ils veulent l'indépendance. Eux, ils veulent les Africains. Les Français veulent la liberté. Ils veulent se libérer. Les Africains vont les libérer. On les libère. Et ils viennent. Ils ne veulent pas que les autres soient libres. C'est sauvage. Et c'est comme ça qu'ils sont allés. Ils ont tué des Noirs. Ils ont tué tout ce qui s'était opposé.
Et ils ont mis sur des cadres, ils ont mis les têtes des personnes qu'ils ont tuées. Ils étaient avec ça, ils se voyaient très fort. Cette image-là, c'est l'image des véritables sauvages. Quand je vois ça, je vois que c'est ces gens qui sont venus civiliser. On dit, si c'est plus que sauvage. C'est l'image de la pluie. C'est lui, ce sont les images de bassesse. Il y en a comme ça, en tonnes. Alors je me pose la question, qui était venu civiliser qui? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus apprendre, mais qui n'ont rien appris, mais qui continuent encore à faire la guerre, dans la violence, à travers le monde? Ou bien il y a des gens qui réellement, et c'est comme ça, c'est à quoi on est confronté aujourd'hui. C'est-à-dire que quelqu'un, il a les armes, il l'utilise pour montrer qu'il est plus fort. C'est produit qu'on a comme ça aux États-Unis. Ils sont nombreux comme ça aux États-Unis. Et donc, dans tous les pays, il y a assez de personnes comme ça. Alors, quand on me dit comment on va changer, alors ça ne peut pas changer parce que ce n'est pas possible. D'abord, c'est une bonne recette, les gens le font et c'est dans ça, ils se nourrissent. Tous les pays esclavagistes se nourrissent de ça. Les États-Unis vivent de ça. L'amendement, le 13e amendement, ils sont utilisés, c'est un 13e amendement, c'est ce qui a mis les Noirs en prison aujourd'hui. C'est un pays qui a, en 2017, il avait 25% de la population carcérale mondiale, alors que c'est un pays qui n'a que 1% de la population mondiale à l'époque. Ça veut dire que c'est un système qui génère des prisonniers. Le système est là pour générer des prisonniers. Et ça coûtait quelque chose de 87 milliards de dollars. Vous voyez, ça dit que plus de 87 milliards de dollars. Les systèmes dirigés par les hommes, et ça c'est la caractéristique même des systèmes que nous avons, les systèmes occidentaux, tous les systèmes créés par les hommes, qui sont gérés par les hommes, sont des systèmes qui génèrent plus de prisonniers. Et on se préoccupe de la punition. On prend l'argent pour aller punir les gens. Parce qu'il faut sanctionner, parce qu'il faut les éduquer, et c'est des milliards qui vont là-dedans. Les systèmes dirigés par les femmes vont mettre l'argent sur la prévention. Comment faire en sorte que les enfants, les gens ne se trouvent même pas en prison. Mais l'homme, lui, il amène les gens en prison en masse pour les tuer. Comme ça, il sanctionne. C'est ce à quoi on est confronté. Donc, vous avez un système comme ça et vous pensez que quelque chose peut changer? Rien ne va changer. Donc, à votre question, il n'y a rien qui va changer. Rien qui va changer. D'ailleurs, ça va devenir pire. Mais vous voyez, on n'a jamais connu le confinement. Maintenant, on est en train de connaître le confinement. Le virus est devenu planétaire. Il y a eu Covid-19. S'il y a Covid-19, mais il va y avoir Covid-20. Il va y avoir Covid-21, il va y avoir Covid-22, il va y avoir Covid-23. C'est un début du commencement. D'abord, je vous rappelle, une société créée par les hommes, c'est une société qui se renouvelle par chaos. C'est-à-dire que ça prend un chaos pour que la société se renouvelle. C'est-à-dire après un massacre, après des tueries, la société va se renouveler. Les sociétés créées par les hommes sont des sociétés qui ont très peu de jeunes, très peu de personnes adultes et âgées. Moins de personnes âgées. Toutes les sociétés créées par les hommes, toutes les sociétés masculines. Et les sociétés occidentales sont des sociétés masculines. Toutes les sociétés occidentales sont 99% masculines. On est avec les pays comme les pays scandinaves qui sont en train de faire des changements. Certains pays scandinaves sont en train de faire des progrès. Mais il y a des pays qui ne changent pas. Des pays qui sont encore, des pays européens qui sont encore là, qui sont des pays esclavagistes, qui sont dans la logique esclavagiste, qui sont en train d'éduquer leurs enfants, l'esclavage, comment traiter les Noirs, ils sont dans ça. Mais ils oublient que cette éducation va aller contre leurs propres enfants. Mais ce qui se passe, qui est très important, c'est qu'on a compris un message. Là, je vous rappelle un peu par rapport à l'événement, à la question que vous avez posée. Ce qui m'a rappelé à la question de comment je perçois le mouvement aux États-Unis, ça me fait déboucher sur cette question. Comment je perçois le mouvement anti-raciste aux États-Unis? Ce mouvement, je le perçois sous deux angles. D'abord, ce qui a impressionné, qui m'impressionne, c'est l'implication des jeunes blancs.
C'est l'implication des jeunes blancs de la jeunesse blanche qui est impressionnante. Dans ce mouvement, il n'y a pas que des noirs. C'est le plus grand enseignement que nous avons. C'est-à-dire que la jeunesse blanche est en train de comprendre que quelqu'un a pris l'humanité en otage au profit de son seul intérêt, dans son seul intérêt, parce qu'il veut dominer le monde, il veut influencer le monde, il veut prendre contrôle sur le monde, et il utilise les prétextes comme race, les prétextes comme religion, pour faire. Pendant ce temps, la jeunesse n'a pas d'emploi. Pendant ce temps, la jeunesse n'a pas d'avenir. Pendant ce temps, on prépare des Covid pour que les gens soient massacrés. Ils rentrent à la maison, personne ne sort et leur vie est devenue terrible. La jeunesse a compris. Les jeunes, la jeunesse race blanche a compris. Les blancs ont compris. La jeunesse blanche est en train de comprendre. Je n'aime pas trop les mots blancs, noirs, mais les questions sont faites que je suis obligé de toucher ces différents aspects. En fait, la jeunesse blanche, c'est l'un des plus grands progrès, que nous ayons connus. Mais vous allez voir les jeunes, ils sont combien? Ce sont des jeunes qui sont autour de 25, autour de 15, 10, 20, 25, jusqu'à 30. Ce ne sont pas des gens au-delà de 50 et 100. Les problèmes de l'humanité sont avec les hommes de plus de 50 là à maintenant. Parce que ce sont eux qui ont créé ces dogmes. 80% de ces gens, ce sont eux qui ont créé les dogmes. Ils ont dans leur tête, leurs parents étaient des esclavagistes. Eux aussi, il faut qu'ils considèrent les gens comme des esclavagistes. C'est comme ça. On a des statuettes encore dans ces pays occidentaux, des gens qui ont tué, massacré. On a des gens comme ça. Et il y a les statuettes qui existent. Ils voient ça. Mais la jeunesse blanche a compris. La jeunesse blanche a compris que c'est l'homme qui a pris l'humanité en otage. C'est cet homme masculin qui est en train de prendre l'humanité. D'abord, c'est un homme qui a réduit la femme aux yeux des enfants, de leurs propres enfants, de ses propres, des femmes, a réduit l'image de la femme comme étant une femme bonne à rien, une femme qui ne vaut rien, une femme qui n'a pas d'utilité. L'homme a fait ça. Parce que l'homme cherche une autre chose. La seule chose que l'homme cherche, c'est prendre contrôle sur l'humanité. Et c'est un petit groupe d'hommes qui veut faire ça. Dans le système de l'homme, dans le régime de l'homme, il y a juste un petit groupe qui réussit, qui est immensement riche, et toute la masse écrasante est pauvre. Pourquoi? Parce que ça prend ça pour qu'il voie, pour que l'homme voie son utilité, qu'il est plus fort. Dans ce livre, j'explique les 5 P. Vous allez voir les 5 P dans le livre. Le nouveau livre que j'ai, le deuxième livre d'ailleurs, parce que le nouveau livre, c'est par rapport à l'urgence précédente. Donc, alors, vous voyez, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Ah, c'est impossible. C'est ce qui m'a impressionné. Donc, par rapport au mouvement, j'ai compris un événement majeur, la présence massive de la jeunesse blanche. C'est ce qui est en train de dire que l'humanité est en train de comprendre. Ils ont menti à leurs enfants, à leur progéniture. Les gens ont menti à leur progéniture depuis des siècles pour leur dire non, les blancs sont supérieurs aux noirs. Les enfants sont en train de découvrir. Les enfants vivent avec les noirs. Les enfants comprennent ce que font les noirs. Les enfants ont compris. Ils sont en train de comprendre. C'est seulement cette jeunesse qui va changer le monde. C'est cette jeunesse qui va commencer à éduquer les gens qui sont déjà déprogrammés. Parce que ces gens qui sont au-delà de 50 ans ne changeront pas. Ils vont vivre avec ça jusqu'à mourir. Mais ils ne changeront pas. Donc, la probabilité que les gens de 50 ans changent est égale à 0. Je n'ai pas de doute pour ça. Je n'ai pas de doute pour ça. Par contre, à cause de la présence des jeunes aujourd'hui, il y a des choses, il y a des chances que ces jeunes-là puissent faire changer la vie. Ce sont eux seulement. Et c'est sur eux que le monde doit compter. Pas sur les gens de plus de 45 ans et plus. Non, ça, il faut oublier ça. C'est des gens qui ont vécu des produits de la colonisation. Ils ont été éduqués colonisateurs. Ils ont été éduqués à devenir ça. Donc, 80% de ces gens sont dans ça. Il y a des familles qui sont entièrement esclavagistes.
Il y a d'autres familles, il n'y a pas de règles sans exception, il y a d'autres familles qui n'ont pas, qui ne sont pas dedans, qui ont été des familles normales, qui ont été des familles bien éduquées, matures. Et j'ai vu, il y a beaucoup de blancs comme ça dans ces groupes, beaucoup de familles comme ça. Mais ces gens-là sont très rares. Il y a même beaucoup, et il y a des blancs qui se sont battus auprès des noirs, même dans les luttes civiles, les luttes civiques aux États-Unis. Tout ça, ça s'est passé dans plusieurs pays, en France, dans tous les pays esclavagistes, en Grande-Bretagne, où ils ont tué les humains comme des chiens, parce qu'on le faisait. Et c'est dans les cerveaux des gens. Portugal, les petits pays minables, là, Espagne, tout ça, l'Italie, tout ça. Donc ce sont ces pays pauvres, mais qui ont choisi de détruire, complètement détruire. Et aujourd'hui, on est rendu, on voit le mensonge, parce que ce qui a montré, et c'est ce que la jeunesse est en train de montrer, la jeunesse blanche est en train de montrer, on a compris que c'est d'abord une classe politique, petite classe politique qui a menti au peuple en Occident. C'est une petite classe politique qui a menti au peuple, aux citoyens en Occident. Parce que cette petite classe a pris toutes les ressources qui ont été puisées, volées en Afrique, ne sont pas entrées dans les calculs ici. Et les gens, cette petite classe a mis l'argent dans ses poches. C'est pourquoi ils n'ont pas bâti des systèmes savants. Ils ne sont pas restés pour faire des choses, mais ils n'ont rien fait non plus. Et donc ils ont pris tout ce qu'ils ont pris, ils ont mis dans leur poche. Ce sont eux qui vivent de ça. Ce sont eux qui sont bien logés. Pas les autres ne sont pas. Le peuple souffre, le peuple est dans le quotidien. Le peuple en Occident est dans le quotidien. C'est le peuple qui ruine le peuple. Parce que les familles sont endettées au Canada. Les femmes sont endettées aux États-Unis. Les familles sont endettées en Europe. Alors qu'est-ce que les États font? Les États ne font rien. Et c'est juste l'impôt des populations. Qu'est-ce que l'argent, tout ce qui a été volé, les mines, tout ce qui a été diamant, l'or volé en Afrique, là, c'est parti où? Dans les poches des politiques, des petits politiciens. C'est ce qui s'est passé. Et donc, ils ont menti. D'abord, ils avaient menti à leur peuple. C'est lorsque le coronavirus est venu qu'on a compris que l'Italie, qu'on disait être 6e ou 5e puissance, je ne sais pas, de l'Europe ou quoi là-bas, des gros titres comme ça, on a compris que c'était faux. C'était faux parce que les gens étaient en train de mourir face à un petit virus. Le virus même, il y avait que 80% pouvaient se guérir à la maison. 80% des coronavirus se guérissent à la maison. Ça veut dire qu'il n'y a que 20% qui posent problème. Ça veut dire qu'autour de 20%. On ne peut pas résoudre ces questions de 20%. Grand pays, ça, il a fallu qu'on déplace des pays, des gens comme, on déplace Cuba, des médecins de Cuba pour qu'ils viennent sauver l'Italie. La France également. Alors vous voyez, non, c'est que ce sont des gens qui ont menti. C'est une classe politique, surtout occidentale, qui est une classe corrompue, très très corrompue, qui vole les deniers publics des citoyens. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, maintenant, si on s'attend à ce que quelque chose, non, ça ne va pas changer parce que, un, ce sont les hommes. Deux, la recette qui marche, on ne peut pas changer une recette qui marche. Et puis, c'est impossible parce que on ne peut pas, tant que c'est l'homme qui est à la tête, qui fait tout, il n'y a rien qui peut changer. Il n'y a rien qui peut changer. La troisième chose qui est très importante, c'est que tous les pays ont été esclavagistes. 99% des pays ont été esclavagistes. Quel est le pays qui va critiquer un pays aujourd'hui pour dire non, les États-Unis, ce que tu fais, c'est pas bon? Il n'y a pas un pays qui va critiquer les États-Unis. Il n'y a pas un pays qui va dire aux États-Unis ce que tu fais, c'est pas bon. Puisque tous ont été des colonisateurs, tous ont été des esclavagistes, tous ont été des gens qui ont fait la traite des Noirs, qui ont vendu des Noirs à travers le monde. Alors, qui va reprocher à ça? Non, ça ne finira pas. C'est dans leur sang, ça ne finira pas. Tant que ce sont des hommes qui dirigent, tant que ce seront des personnes, des hommes masculins qui dirigeront, il n'y aura pas de changement. Ça peut changer de forme, ils peuvent dissiper un peu la manière de procéder, mais ça ne finira pas. Aux États-Unis d'ailleurs, ça ne finira pas. Parce que le jour où l'esclavage des Noirs va finir aux États-Unis, mais les États-Unis ne vont plus se retrouver. Parce que c'est dans ça, c'est ces produits, ils se sont nourris dans ça.
Ils ont vécu. Donc, ça revient à ce qu'on appelle la théorie des normes. On a utilisé des valeurs de violence pour construire les États-Unis. On ne peut plus se débarrasser. Ça devient la norme de gestion. C'est cette théorie qui est en train de s'appliquer. Ça ne changera pas. Dans le monde entier non plus. Ça ne prend que les femmes pour transformer les nations. Le jour où il va y avoir des changements au niveau des nations, pas juste d'être président, mais il faut que ça change dans plusieurs endroits, au niveau de l'Assemblée, au niveau des députés, partout, la plupart, il faut que 80% dans un pays soient des femmes qui dirigent. Et les décisions qui sont les décisions financières, les décisions concernant l'éducation, les décisions concernant la santé, les décisions concernant la recherche, tout ce qui concerne la médecine, tout ce qui concerne l'éducation. Parce que partout l'homme est, le domaine de l'éducation est chaotique. Parce que l'homme s'en fiche de l'éducation des autres. L'homme éduque pour que la personne dépende de lui. Il n'éduque pas pour que la personne puisse devenir autonome. Jamais. Le système des normes, c'est pourquoi ils ont créé des systèmes de diplômés sans emploi à travers la planète. Donc, comment on peut compter sur ces gens comme ça? C'est la situation dans laquelle aujourd'hui il faut que le Canada, pour revenir à votre question, qu'est-ce que le Canada doit faire? Le Canada, ou quels sont... Le Canada doit se... Le Canada doit réussir à passer d'une nation, parce que le Canada, il y a eu des cas d'esclavage ici, il y a eu des cas d'esclavage au Canada. Donc le Canada doit changer son style, le Canada doit revoir sa façon de procéder, le Canada doit surveiller dans chaque institution, dans chaque système, qu'il n'y ait pas de tout ce qui est en lien avec la maltraitance des Noirs. Qu'il n'y ait pas ça. Ce n'est même pas juste un peuple noir, mais un peu des autres communautés immigrantes. Parce que si quelqu'un le fait, c'est contre le Canada. Ce qui est en train de se passer aux États-Unis, ça va détruire les États-Unis. C'est ce qui va renverser les États-Unis. Les États-Unis, la puissance des États-Unis ne sera jamais la même. Ça va changer. La Chine va monter. C'est un problème de 5-10 ans. Les États-Unis vont chuter. Donc, peuvent faire tout, mais les États-Unis n'iront nulle part. Quand un pays est doté de, un, qui fait la guerre, deux, qui est un pays profondément injuste, c'est un pays détruit, il n'y a rien. Non, le Canada a intérêt. On n'a même pas besoin de dire au Canada, il faut faire ça. Le Canada n'a pas à suivre les États-Unis. Dans ce modèle, c'est chaotique. Une nation prospère, une nation digne ne ségrègue pas ses peuples. Une nation digne ne ségrègue pas ses peuples. Et chaque dirigeant digne ne doit ségréguer personne. La discrimination doit cesser. Le Canada doit se rassurer que ça ne se passe nulle part dans aucune institution au Canada. C'est ce qui va faire la grandeur du Canada. C'est ce qui fera la vraie grandeur du Canada. Le Canada fait des efforts, il est plus différent que tous les autres pays d'ailleurs, il faut le reconnaître, mais il faut avancer. Parce qu'il y a des cas de violence, il y a des cas de violence policière encore au Canada. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Si ça ne cesse pas, c'est ce qui va détruire le Canada. Parce que c'est un système comme ça devient le système avec lequel on a construit le Canada. Ce n'est pas bon. Il faut sortir de ça. Il faut sanctionner les policiers qui s'attaquent à des gens parce qu'ils sont noirs. Une police mature arrête les gens avec politesse. J'ai eu la dernière fois un policier que j'ai vu. Le policier, j'ai traversé la rue, je suis allé au moment où j'étais en train de faire le tour pour aller, j'étais appuyé en train de faire mon sport. Le policier est venu, il est allé, il a avancé, il est allé un peu devant et il a garé sa voiture. Il a attendu que j'arrive à son côté, à côté de lui. Il m'a dit bonsoir. Je lui ai répondu. Il m'a dit, vous êtes dans le quartier ici? Je lui ai dit oui, que j'étais dans le quartier.
Elle m'a dit, est-ce qu'il y a quelque chose à signaler? Est-ce que vous avez quelque chose à signaler? Je ne sais pas pourquoi elle a posé cette question. Je l'ai dit, non, je n'ai rien à signaler. Est-ce qu'on vous a appelé? Elle m'a dit, non, je veux juste vous demander s'il y a des choses que vous avez à signaler, il y a des choses que vous n'avez rien. J'ai perçu dans son comportement une attitude un peu très étrange. Mais ce n'était pas une attitude dangereuse parce que j'ai interprété ça de deux façons. Je me suis dit, le fait qu'il ait pris du temps pour me poser des questions, pour savoir s'il y a des choses, ce n'est pas mauvais. C'est une avancée parce qu'il pose des questions pour savoir s'il y a des choses. S'il y avait des choses, je lui aurais dit. C'est ça, je lui aurais dit ce qu'il a fait, le problème. Et ça, je pense que c'est. Je dis ça. Moi, je n'ai pas pris ça comme étant quelqu'un qui était en train de persécuter une personne. Je considère qu'il joue fait son travail. Donc, je l'ai vu partir comme ça. Donc, pour moi, c'est une attitude responsable. Il n'est pas venu influencer. Ça. Je trouvais que c'était très responsable. Alors, c'est ça la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Soit on décide de rester dans des dynamiques où on est toujours en train de se confronter aux réalités qui ne changent jamais, et on est dans cette histoire de racisme qui ne finit pas. Ça ne finit pas. Lorsqu'on a des pays qui sont divisés, parce que les pays ont été construits sur la base du racisme, sur la base de la discrimination, où on a mis des gens dans des carcans, eux ils sont inférieurs, eux ils sont supérieurs, là ça ne change pas. Ça c'est un chaos éternel, ça ne finira pas. Vous pouvez faire tout, mais ça va revenir. Donc ça m'amène à ce point pour dire que, oui, je crois que le Canada fait des avancées réelles dans ce domaine. Mais le Canada doit s'apprécier, doit chercher encore à avancer devant, doit aller. Il faut faire tout pour ne pas entrer dans cet engrenage. Parce que ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne. Le Canada doit sortir de ça. Faire tout pour que les gens au Canada se sentent libres. L'exercice de ta fonction, il faut que les gens se sentent libres. C'est aussi un message pour les jeunes. Les jeunes qui sont arraisonnés. Lorsqu'il y a la police qui arraisonne, qui vous arrête, restez sages, restez polis. Répondez-leur très bien. Répondez aux gens poliment, très bien. Que vous ne soyez pas obligé de montrer les muscles, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Vous devez être sage, répondre. Par contre, il faut que la police aussi trouve des méthodes pour arraisonner les gens. Il faut savoir qu'on n'arraisonne pas les gens sur la base de discrimination, parce qu'il est noir, il est rouge, il est bleu, tout ça, il faut oublier ça. Le Canada doit avancer. Le Canada doit avancer, le monde doit avancer, le monde est en retard. C'est l'ignorance qui a couronné le monde où les gens ont quitté pour aller civiliser alors qu'eux-mêmes ils étaient déjà en train de faire les caca dans leurs propres choses. On s'est dit, on est évolué, l'évolution, elle est où? Le monde est aujourd'hui en retard, pillé ici et là, pauvre. Ah, mais il faut arrêter. Il faut arrêter les questions. J'ai appelé ça ce que j'ai appelé le festival de la mégalomanie. Il faut arrêter. Parce qu'on a vu tout ça aujourd'hui. Le coronavirus est en train de nous montrer. Le festival de la mégalomanie montre qu'on est. Ça a été montré. On a personne, il n'y a personne. Il n'y a personne qui est supérieur à personne. On voit aujourd'hui. Tout ce qui est au Canada, là, ici, les inventions, les innovations sont parties d'où? C'est venu de certains pays. Les pays là ont pris où? Ces pays-là ont pris quelque part. Ces pays-là aussi, ces autres pays-là ont pris où? On a vu que 80% des choses sont sorties de l'Afrique. Ça a été pillé, ça a été ravissé, ça a été maraudé, ça a été comme ça. Donc les gens ont pris de civilisation en civilisation, se sont transférés. C'est comme ça que les choses ont transité en Europe. Après, on s'est retrouvé avec ça, ça. Là, il faut arrêter de dire on est ceci, on est ceci. L'histoire, l'Afrique a fait quoi? Aujourd'hui, les gens n'ont même pas... je ne sais pas si vous avez cette histoire.
entre moins 3150 à moins 30 ans, ça fait 30e siècle, 20 ans. C'était le royaume de l'Égypte antique, l'Afrique pharaonique. L'Afrique pharaonique, c'est 30e siècle, 20 ans. 30e siècle, 20 ans, c'est ça l'Afrique. C'est ça le règne de l'Afrique. C'est ça l'empire qui a été bâti en Égypte. Au début, on pensait que c'était des Blancs qui avaient fait. Non, c'était des Noirs. C'était des Noirs. Et l'histoire est en train de se révéler. Petit à petit, on est en train de voir aujourd'hui. C'est des cerveaux qui ont inventé, qui ont créé. Vous allez vous foutre de ces gens comme ça, par ignorance, parce que vous venez d'arriver, parce que vous êtes... Non, ça, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Donc, alors, le cerveau doit, on a compris, ce qui est très important, c'est que il y a des nations de sagesse, il y a des nations de conquête. L'Occident, l'Europe, rentrent tout dans cette logique de conquête, conquête, il faut aller conquérir ici, il faut aller ici, et comme ça, le chaos a été créé même en Europe. Il faut arrêter. Aujourd'hui, on se retrouve maintenant avec coronavirus. Parce que c'est toujours quelqu'un qui veut prendre contrôle sur le monde entier. L'Europe n'a pas réussi, les pays occidentaux n'ont pas réussi à changer leur méthode. Il n'y a pas de femme, il n'y a aucune femme depuis des temps, depuis toujours. C'est les hommes qui sont toujours à la tête. Titan. Ils sont venus, ils ont transformé la vie que nous avions. Les gens, l'Afrique, c'était une Afrique matriarcale. La femme est importante, c'est elle qui doit diriger les nations. Si vous voulez la prospérité, qu'est-ce qui a fait la prospérité de l'Afrique? C'était les femmes. Vous venez par votre masculinisme aiguisé, vous venez, ils ont détruit tout. Et aujourd'hui, nulle part n'est construit. Partout où ils sont passés, ils ont construit, ils ont détruit. C'est la guerre. Irak, la Libye, c'est toujours la guerre. Alors il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut une petit cerveau là, il faut travailler sur le cerveau, il faut vraiment, il y a des moments où il faut faire. Et donc, c'est le moment pour dire au peuple que c'est le peuple qui tranche. Mais le peuple ne tranche pas, parce que la démocratie est biaisée. La démocratie n'est plus, c'est le premier ministre qui dirige, ce sont les présidents qui dirigent. La démocratie, ça veut dire quoi? C'est le peuple qui devait diriger, pas juste dans les élections. Il fallait qu'on voie que c'est le peuple qui, en venant, voilà le chef qui vient. Mais ce n'est pas ça. On voit des petits peuples qui sont réduits à néant, appauvris, misérables. L'Occident, on ne voit pas ça, on se pose la question, alors le peuple, il est où? Et c'est ça qu'on a, le Canada doit se distinguer des méthodes comme ça. Le Canada doit sortir de la logique américaine. Le Canada doit sortir de la logique qui est dite logique concurrente, on est forte. Il faut sortir de ça parce que sinon ça va être dangereux contre le Canada. Et le Canada va en partir. Parce que si vous voulez construire une nation prospère pour vos progénitures, mais alors la maturité veut que vous mettiez en place un système pour cette génération, pour ces peuples-là. Alors pourquoi il faut mettre le feu? Pourquoi il faut agresser? C'est ce que les gens font dans plusieurs pays. Je vois une France qui veut s'attaquer, qui est toujours en train de chercher à coloniser, qui est toujours en train de mater, qui est toujours en train de faire créer les histoires de terrorisme ici et là. Tout ça pour rester. Parce qu'elle a utilisé un ensemble de chemins et elle ne peut plus sortir de cette dynamique. Pourtant, si ce n'est pas fait, si la France ne sort pas de ça, mais la France, c'est dangereux parce que si elle ne sort pas de ça, elle va faire comment? Il y a des jeunes qui sont en France qui peuvent bâtir. Il y a une jeune génération qui est prête à travailler et à bâtir. Mais c'est des jeunes qu'on introduit, qu'on n'insère pas dans le système politique pour qu'ils décident. Qu'est-ce que ça fait? Enfin, c'est que ça devient une nation pauvre parce qu'il y a des dirigeants qui sont là à gérer corruption et c'est tout ce qu'on a. On est sorti de l'ENA, École nationale, je ne sais pas de quoi, administration ridicule et on est dedans. C'est tout, depuis toujours. Est-ce que tu es sorti de l'ENA? Non, je ne sais pas. Est-ce que tu es sorti? Ah, mais tu peux être président. C'est comme ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça.
Non. Les autres pays enchaînent les gens pour que tu sois ministre, c'est des ingénieurs d'abord. Les gens, d'abord, la logique, ingénieur, il faut être ingénieur. Parce que c'est l'ingénieur qui conçoit. S'il conçoit des systèmes, il conçoit des mécanismes, il conçoit des dispositifs, il conçoit. C'est comme ça. Mais, monsieur théoricien, théorie, on va faire comme ça. Ce discours, je vois Sarkozy qui tremble ici et là. Pratiquement, il ne dit rien. Vite, il n'y a rien ici. Et ça, ce sont des choses, je crois qu'il faut travailler là-dessus. Donc, on ne peut pas bâtir une nation prospère en faisant ça. Ça ne peut pas arriver. On ne peut pas bâtir une nation prospère en étant dans l'esprit colonialiste, dans l'esprit qui est cet esprit ravageur qui est esclavagiste, cet esprit ravageur qui est la traite des autres êtres. Vous ne pouvez pas avancer. C'est endogène même à votre nation, parce que la nation ne va pas avancer. Et le Canada a fait des progrès spectaculaires dans ça. Le Canada doit percevoir et persévérer dans cette dynamique. Et se séparer des nations esclavagistes, comme les États-Unis. Même la manière d'aider, c'est pourquoi je propose un modèle d'aide, le livre que j'ai proposé là. S'il n'y avait que $1 pour l'aide, ce livre-là, c'est le livre que le Canada doit utiliser pour faire son aide. Si le Canada veut aider les pays africains, si le Canada veut aider les nations africaines, si le Canada veut aider les nations de l'Amérique latine, si le Canada veut aider les nations de l'Asie du Sud-Est, tous les pays qui ont besoin de l'aide, si le Canada veut aider, pour que le Canada grandisse dans son aide, pour que le Canada puisse se faire grandir à travers son aide, pour que le Canada puisse permettre à une nation de se passer de l'aide canadienne, ben c'est cette formule que j'indique. Et ce livre-là, c'est un petit livre, très simple, mais qui est plein de sens. Et ça change la façon de faire. Parce que ça ne sert à rien de prendre l'argent au Canada. L'argent ne va pas en Afrique. L'argent reste dans la corruption sur les politiques. Ça ne fait rien. Donc, et ce que j'indique dans cet ouvrage est plein de sens. Parce que l'impact sur la population est irréversible. C'est important aussi sur le Canada, parce que ça a un impact colossal sur le Canada. Alors il faut changer. Parce que si on continue avec l'aide, on se dit être en train d'aider, on n'est même plus capable, le Canada n'est même plus capable de se retirer de l'aide parce que lui-même il veut défendre. Non, il faut arrêter. L'aide, c'est la corruption. C'est trop de corruption, l'aide. Alors c'est corruption ici, c'est corruption de l'autre côté. Il faut arrêter. Il faut faire une aide à travers le système que nous indiquons. C'est la meilleure façon pour aider les nations. Vous ne pouvez pas aider, pendant que vous aidez, les gens deviennent de plus en plus pauvres. Alors il faut poser des questions. C'est que votre aide est inversement proportionnelle à la prospérité de ces peuples. Donc ceci m'amène à que doivent faire les pays. Les pays doivent, tous les pays esclavagistes doivent arrêter. Tous les pays qui pensent qu'ils sont grands. L'Angleterre était grande, elle n'est plus grande. La France était grande, elle n'est plus grande, elle est petite. La Chine est en train de monter. Les pays qui étaient petits ont commencé à devenir grands, et les pays qui étaient grands sont devenus petits. Les États-Unis vont fondre comme une glace. Donc, il faut avoir du respect pour les gens que vous pensez petits, les gens que vous considérez petits. Ce sont ces gens qui vont vous garantir demain. Si vous ne cessez pas, vous allez détruire les nations, vos propres nations, parce que c'est l'injustice qui va détruire ces nations. C'est la violence qui va détruire ces nations. Quand ça commence, on ne sait pas quand ça commence, mais on connaît quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Donc, alors, la règle digne, la règle de maturité, la règle de sagesse voudrait qu'une nation, celui qui veut bâtir une nation prospère, une nation digne, première chose, vous voulez bâtir une nation prospère, ce n'est pas un homme qui va le faire. Le Canada doit arrêter d'être trop masculiniste. Le Canada est trop masculiniste, il faut changer. Il y a des progrès concernant la gouverneure générale. Je trouve que
Et le gouverneur général au Canada vaut mieux qu'un gouverneur général. Il faut donner le ton, faire en sorte que qu'il y ait toujours une gouverneur générale au Canada. C'est la première chose. Pour qu'elle soit la chef, la présidente de cette nation doit être une femme. Si nous voulons garder, nous voulons faire, nous voulons bâtir la paix, ça nous prend des valeurs féminines. Les valeurs féminines, c'est avec les femmes. L'homme n'est pas l'homme ne peut pas bâtir la prospérité. C'est impossible. Parce que les valeurs masculines sont inversement proportionnelles à la prospérité. C'est pourquoi partout où l'homme est au pouvoir, où il est rayonnant, il est fort, les femmes sont pauvres. Et la jeunesse aussi. Et il y a trop de gens en prison. C'est le jeu qui est en train de se passer aux États-Unis. Il n'y a pas de chance pour qu'une femme devienne présidente aux États-Unis. Il y a des pays comme la France, il n'y a pas de chance pour qu'il y ait une femme tête de ces nations. C'est des pays masculinistes qui n'ont aucune considération pour les femmes, qui n'ont aucun respect pour les femmes, qui pensent que les femmes sont bonnes à rien. Le français, il est comment? Dans le français, quand c'est femme et homme, ça devient homme. C'est tout ça, il faut changer. C'est au Canada où il y a eu des progrès. Le Canada va parler des valeurs, comment j'appelle, les droits humains. C'est intelligent. La France continue de dire les droits de l'homme. Donc, dans le droit, il n'y a pas de femmes chez les Français. En Europe, il y a un ensemble de panoplie de faits comme ça. Il y en a c'est d'anecdotes comme ça. Le Canada fait un progrès spectaculaire. Il est très important que le Canada persévère sur cette voie. C'est ce qui va faire la grandeur du Canada. Le Canada n'a pas à se mesurer, à se comparer, à imiter les autres pays. Non. Ce qui va sauver le Canada, ce qui va faire l'image du Canada, c'est la justice. Ce qui va faire l'image du Canada, c'est son respect vis-à-vis des autres. Parce que c'est le monde entier qui va le défendre. Ce n'est pas un pays qui va défendre le Canada. Les pays qui sont pauvres aujourd'hui, c'est des pays qui vont devenir demain, qui vont rayonner demain. Qui avait pensé que les gens ne savaient pas, parce qu'aujourd'hui, personne ne sait si les Noirs ont dominé dans le temps. 31 siècles, messieurs. 31 siècles. C'est le record. 31 siècles, 20 ans. Et c'est là où on a vu les pyramides. C'est là où il y a eu les innovations. C'est là où il y a eu tout ce qui est en lien avec la spiritualité, la véritable spiritualité. C'est là où il y a eu, c'est ce qui faisait la force de l'Afrique. Le matriarcat, que ce soit en lien avec la démocratie, tout a été institué. Mais ils sont venus ils sont venus détruire tout ça. Mais l'Afrique va se reconstruire. L'Afrique est en train de se reconstruire. Ce qui se dit dans les médias, c'est autre chose. Il y a une Afrique souterraine qui se construit. Donc, c'est lui qui veut avoir du respect pour l'Afrique, qui veut avoir du respect demain, qui veut avoir son équilibre, qui veut être stable. Mais c'est le moment d'avoir à agir de manière responsable à l'égard de l'Afrique. Des Noirs. Partout les Noirs sont sur la planète. Les gens doivent avoir du respect. Parce que si vous le faites, vous garantissez la vie à vos enfants. Vous garantissez le bonheur à vos enfants. Vous garantissez la paix à vos progénitures. Vous ne pouvez pas, aux États-Unis, maintenant c'est une violence, tout est arrêté. Tout est arrêté, donc il faut faire ceci. Et c'est la jeunesse blanche qui est dans ce mouvement. Donc, alors la jeunesse blanche a compris, c'est ce qui est très important. C'est là où il y a l'espoir qu'il y ait une transformation dans le monde entier. Parce que si on suivait juste les gens de 45 ans, 50 ans qui sont là, vieux, qui ne veulent pas comprendre, 70 ans qui pensent qu'ils savaient tout, ils sont les génies, il y a tout ça, Pentagone qui sont, eux, ils savent tout. C'est des gens dépassés. C'est des gens, ils sont dépassés. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde ne pourra pas aller comme ça. Parce que si c'est comme ça, le monde, il n'y aurait personne. C'est ridicule. Alors comment on peut s'enorgueillir de sa violence à l'égard des autres? C'est immature. Et c'est pourquoi le Canada, il y a du respect pour le Canada, parce que le Canada fait ce que les autres ne font pas. Et le Canada doit persévérer sur cette voie. Faire différemment. Le Premier ministre du Canada
fait des gestes qui sont souvent des gestes très intéressants par rapport à cette question des autres communautés. C'est unique, c'est pas tous les autres peuples, présidents, les premiers ministres ou les présidents, les chefs de gouvernement ne font pas comme le Canada. Et c'est ce qui fait l'image du Canada. Le Canada doit persévérer dans ça. Mais le Canada doit commencer à mettre à la tête du Canada, gouverneur général des femmes, gouverneur général des provinces, les femmes, premier ministre des régions, de toutes les provinces, les femmes. Mettre ici un ensemble partout, il y a tout ce qui est au niveau du gouvernement, qu'il y a à peu près 75% de femmes. C'est ce qui va sauver le Canada. Si le Canada reste dans sa dynamique d'homme, c'est l'homme, c'est le conflit. Ce sont des débats inutiles, politiques, qui ne donnent pas de résultats. Il n'y a pas de résultats. Vous allez voir mes livres, vous allez voir mes films, vous allez voir tout. Parce que j'explique, je suis un scientifique, j'explique sur des bases concrètes. Posez-vous la question, pourquoi il y a toujours, les débats, il y a combien de débats? Il y a toujours des débats politiques. La façon de faire la politique d'un homme n'est pas de la même manière qu'une femme. L'homme regarde quoi? Son intérêt. La femme regarde son impact. Le matriarcat, c'est africain, ce n'est pas occidental. Le matriarcat, la logique matriarcale, toute cette culture matriarcale, elle est africaine. Et c'est ce qui a fait la force de l'Afrique. Parce que la paix a été instaurée. Parce que la dignité humaine a été instaurée. Parce que la femme, c'est la dignité. C'est la femme qui accouche des individus, des humains. C'est elle qui connaît la valeur des individus. L'homme, ce n'est pas son problème. Les hommes ne sont que des produits électoraux. Pour l'homme, c'est que les individus ne sont que des produits électoraux, ça ne lui dit pas grand-chose, c'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'il utilise les gens pour faire des résultats. Et ça, je pense que c'est cette vidéo, c'est une explication très importante. Tout le monde doit avoir cette connaissance. Le Canada doit changer son système. Le Canada doit changer son système. Changer son système, faire en sorte que le Canada soit une nation ouverte comme toujours, parce que c'est la nation que j'ai trouvée la plus ouverte au monde. C'est la nation que j'ai trouvée la plus respectueuse au monde. Donc, il faut un ensemble de choses pour que ce respect, pour que cette dignité continue. C'est en lien avec la violence. Il n'y a pas un racisme réel, systémique au Canada. Il n'y a pas un racisme qui soit là, systémique, un racisme institutionnalisé comme aux États-Unis, comme en France, comme dans tous ces pays. Non, le Canada est particulier. Ça, tout le monde sait. Quelqu'un qui quitte la France, il vient, il reconnaît ça ici. Quelqu'un qui vient de l'Angleterre, il reconnaît ça. Quelqu'un qui vient des États-Unis, il reconnaît ça ici. Donc c'est une nation qui est appelée à la prospérité. C'est une nation qui a toutes les bases pour sa prospérité. Mais ça prend les femmes à la tête de cette nation. Le Premier ministre peut être un bon président, un Premier ministre, mais c'est que les contraintes masculines font que le Premier ministre ne peut pas avancer, parce que si le Premier ministre veut du progrès, les hommes qui sont autour du Premier ministre ou d'autres personnes ne veulent pas forcément que ce soit par le biais du Premier ministre. Et ce conflit, ça contraint une nation, ça bloque une nation. Il faut donner la place aux femmes, pas des petits postes. Il faut donner les places aux femmes. Au niveau de l'Assemblée, il faut à peu près 75% pour les places des femmes. Essayez les femmes, vous allez voir ce que les femmes vont faire. Essayez, mettez les femmes à tous les postes, vous allez voir les résultats. C'est l'innovation à laquelle le Canada doit se prêter. Parce que tout ce dont on parle, partout où il y a assez de masculinisation, il y a assez de discrimination. La discrimination est directement proportionnelle au degré de masculinisation dans un système. Pour que le Canada libère les génies, pour que le Canada libère les intelligences, pour que le Canada libère la maturité, pour que le Canada libère la sagesse, ça prend des femmes à la tête des nations, des femmes à la tête des provinces, des femmes à la tête des régions, des femmes à la tête des systèmes, des différentes institutions.
Et vous allez voir comment le Canada va être géré, même avec l'efficience. L'efficience avec laquelle les gens, les systèmes canadiens seront gérés, ça sera unique au monde. Prenez même, soyez audacieux, faites en sorte que la première ministre du Canada soit une jeune femme de 25 ans. C'est ça qui va changer le Canada. Que ce soit une jeune femme de 28 ans, 25 ans, même de 22 ans. Prenez une femme. La femme, elle est faite pour le progrès pour tous. L'homme, c'est son ego personnel. Et c'est ce qui a ruiné l'humanité aujourd'hui. On est rendu avec Covid-19 comme ça, parce qu'il va y avoir Covid-20, Covid-23, Covid-25 avec les hommes. Le Canada peut faire des progrès spectaculaires. Il faut changer. J'ai fait des recherches pour comprendre comment on peut transformer une nation. Et c'est comme ça qu'on a mis en place le Canada-Afrique. Et c'est une suggestion. Le Canada doit avancer. Le Canada doit avancer. Nous avons déjà des préparations, des rencontres que nous allons faire avec les différents paliers. Mais le Canada doit, si le Canada veut résister, il y a des gens qui vont dire non, c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. Les États-Unis sont en train de subir. Parce que ce qui se passe aux États-Unis, quand ça s'installe dans une nation, c'est fini. Vous ne serez plus là. Parce que si vous dites, moi, c'est pas un problème, vous ne serez plus là. Ce sont vos enfants qui vont subir. Et les enfants sont en train de vous dire, ce n'est pas bien. La jeunesse canadienne est une jeunesse qui est en train de bénéficier d'un certain nombre de conforts qui ont été créés par une sagesse canadienne. Cette sagesse-là, elle doit continuer encore plus, parce qu'il faut cette fois-ci, il faut mettre plus de femmes. En mettant de femmes, il y aura une jeunesse suffisamment à l'aise, qui va gagner, qui va être plus, une jeunesse qui ne sera pas en train de traîner. Il faut aider la jeunesse canadienne pour que la jeunesse canadienne soit une jeunesse qui, à travers le monde entier, va faire écho. Pour qu'elle fasse écho, mettez les femmes à la tête des nations. L'homme ne peut pas le faire. L'homme est trop préoccupé par lui, par son discours, par sa performance, mais rien au fond sur les peuples. Il faut arrêter. Faites-le, vous le faites pendant 10 ans, 15 ans. Vous allez voir les résultats des 100 dernières années avec les hommes. Vous serez déçus. Alors, c'est un conseil, c'est un message. Et moi, je pense que c'est ça. Si vous me posez la question, c'est la question que vous me posez, c'est ce à quoi je peux répondre. Alors, il faut que vous le compreniez. Je pense que vous suivez bien, c'est cette dynamique. Donc, il faut que ça se passe. À la dernière question, qu'est-ce que les Noirs doivent faire? Les Noirs doivent se lever. Les Noirs doivent se lever. Je l'ai expliqué déjà par la théorie de la pente. La théorie de la pente, elle est très simple. Ce n'est pas quelqu'un qui va aider les Noirs. Tout ce dont on est en train de parler, tant que ce sont les hommes, ils ne changeront pas. L'homme n'a de respect pour quelqu'un qui lui tient front. Si c'est quelqu'un qui est là, qui baisse la tête, non, ça ne marche pas, l'homme ne peut pas accepter ça. Et quand on parle de la justice, quand c'est dans la justice, les gens qui respectent la justice, c'est la femme. Donc si c'est une femme, ce sont les femmes qui sont à la tête des nations, on peut utiliser la justice. Alors on fait en sorte qu'on utilise la justice parce que ce sont les femmes qui connaissent la justice. Il y a une théorie que j'ai développée, un concept que j'ai développé que j'appelle le continuum J. Le continuum J, c'est quoi? C'est-à-dire de la jungle, la société des jungles à la société de justice. La société des jungles, c'était la société des hommes. C'est l'homme qui était là. La violence, la force physique, le muscle, ça c'était les hommes. Défendaient la chasse, et tout ce qui est là. Mais nous sommes dans la société de justice. Ce qui s'est passé, c'est que l'homme veut prendre le contrôle encore sur la société de justice. Or, la justice, c'est pas la force. Et l'homme fait la force dans la justice. C'est ce qui est notre problème. C'est ce qu'ils sont en train de faire aux États-Unis. C'est ce qu'ils sont en train de faire dans les pays esclavagistes. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. C'est la femme qui doit diriger dans une société de justice. Parce que c'est elle qui a tous les atouts, tous les acquis, tous les instruments pour la justice. Pas l'homme. L'homme est un agent de sécurité. Il doit sécuriser les biens. L'homme doit sécuriser
la cité. L'homme va sécuriser. C'est la place de l'homme dans une société moderne. La place de l'homme dans une société évoluée. La sécurité, la protection. Mais qui doit diriger? C'est la femme. C'est les sociétés matures, la sagesse africaine. Ce n'est même pas africaine. On va voir, parce que c'est ce qui a fait le progrès. La Grèce, là, elle est où? Grèce antique, tout et tout là. Elle est où maintenant? Tous les pays qui ont volé ici et là sont où? J'ai lu, on a lu des ouvrages de tout ce qui a été piraté en Égypte. On est en train de découvrir au fur et à mesure comment l'Occident s'est fait traîner par terre. Une humiliation totale. Un vol qui n'a pas d'égal. Alors, tout ça pour faire quoi? Pour montrer que tel est supérieur à ça. C'est l'idéologie. On n'a pas besoin de ça. On veut des faits concrets. La jeunesse est en train d'expliquer. La jeunesse ne connaît pas un noir. La jeunesse blanche ne cherche pas à avoir un bleu. La jeunesse, votre jeunesse, la jeunesse blanche vous dit, suivez la réalité. C'est que blanc et noir, c'est la même chose. Si vous ne pouvez pas comprendre ça, celui qui ne comprend pas, c'est que la personne n'a rien compris. Et c'est un message que je lance à tous les Africains, mais aussi à tous les Canadiens, à tout le monde entier. Parce que ce message, c'est pour dire aux Africains qu'il n'y a pas que des Blancs qui sont méchants. Il y a des Blancs esclavagistes qui ont dans la logique leur culture esclavagiste. Ces gens-là, on ne peut rien changer dans leur crâne. Non, ce n'est pas nous qui avons fabriqué ce type de cerveau. Les gens comme Donald Trump, on ne peut rien faire avec ça. Mais il y a des gens qui sont des personnes dignes, matures, responsables, sages, qui existent. Qui sont aussi des Blancs, qui sont intelligents, qui sont matures. Et il y en a plein au monde. Donc, mais les Noirs eux-mêmes doivent se lever pour accompagner leur propre mission. Parce que c'est les Blancs qui se battent là. Ils se battent pour que ces Noirs réussissent à se positionner. Alors il faut que les Noirs ne restent pas couchés. Il faut qu'ils se lèvent. Il faut qu'ils se lèvent maintenant. Il faut qu'ils se lèvent, se positionner pour agir. Et c'est le but. Donc, c'est l'occasion, c'est le moyen, c'est le moment, en tout cas c'est l'occasion pour remercier la jeunesse blanche qui s'est battue, qui se bat pour dire que la justice n'a pas de couleur. C'est une jeunesse, j'appelle la génération jeunesse, pardon, la génération justice. La jeunesse, c'est la génération justice. Et la jeunesse canadienne, c'est la génération justice. Alors, elle n'a pas besoin des gens qui distinguent un peuple, non, il est noir, il est non, on n'a pas besoin. La jeunesse, elle connaît. La jeunesse, surtout la jeunesse canadienne, c'est la jeunesse l'une des jeunesses les plus matures au monde, par sa façon de comprendre les relations avec les autres. On le sent, tout le monde sait. Ce n'est pas une jeunesse qui se prend pour je ne sais qui. Non. Alors, ça veut dire qu'il faut créer le cadre pour permettre à cette jeunesse de prospérer dans cet univers. Et ça prend un comportement, ça prend des gens, ça prend des acteurs. Une société se construit par un acteur. Pourquoi? Parce que c'est l'acteur qui imprime ses valeurs. Parce que les actions sont choisies dans les valeurs. Ce sont les actions qui sont choisies en fonction des valeurs. Donc, et les valeurs sont en fonction de l'acteur. C'est très important l'acteur. C'est pas un problème, ça ne se passe pas comme ça. Donc, l'acteur c'est la femme. Ça prend la femme pour bâtir le Canada si on ne change pas. Si on reste dans les discours. Si on reste dans les conflits. Ça coûte plus d'argent pour gérer un système géré par les hommes qu'un système géré par les femmes. Parce que ce sont des conflits, ce sont des négociations, ce sont des réconciliations. Tous les systèmes au monde aujourd'hui sont pris avec l'histoire de réconciliation. Réconciliation nationale, réconciliation de ceci. Parce qu'il y a des guerres où on massacre les gens, après on tue ces gens, après il faut changer. C'est toujours le même processus, il faut changer. Et après, on fait ce qu'on appelle une nouvelle... mettre en place un nouveau mécanisme, après, remplacement, nouvelle constitution, marque les gens, tuerie. C'est toujours ça. Il faut changer. On a besoin de la paix. Barack Obama avait
fini son mandat. Moi, je n'ai pas vu grand-chose quand Barack Obama a terminé tout son mandat. Parce que je savais qu'il n'allait pas faire grand-chose. Je savais que les États-Unis étaient un pays bloqué, où tout est fermé, il n'y avait rien à changer. Parce que la Constitution est bouclée. La Constitution est bouclée, on ne peut rien changer dans la Constitution américaine. La Constitution, ça fonctionne pour les gens d'ailleurs, et les États-Unis, c'est aussi un autre monde à part. Donc, la Constitution n'est pas pour les États-Unis. Parce que tout ce qui se passe dans la vie n'a aucun lien avec la Constitution. Donc, quand Barack Obama a fini, je me suis dit, j'ai dit, bon, je n'ai rien vu parce que je savais, mais je ne suis pas étonné parce que je n'ai rien vu. Mais là où Barack Obama m'a étonné, m'a surpris, et où il est entré dans l'histoire de l'humanité, c'est quand il est allé prononcer un discours, je pense que c'était en Asie, quelque part là-bas. Là, il a dit, si on donnait la tête des nations aux femmes, en 2 ans, l'humanité connaîtrait un changement significatif. Ces jours-là, j'ai compris que Barack Obama était un très grand homme. Parce qu'il a compris. C'est le seul président au monde, le seul dirigeant au monde qui a dit, il n'a pas dit on peut donner des postes aux femmes. Il dit si on mettait les femmes à la tête des nations. C'est quelqu'un qui a compris. C'est là où j'ai commencé à avoir du respect pour cet homme. C'est un grand être. C'est un très grand être. C'est là où il est rentré dans l'histoire par travers, parce qu'il y a un noir qui est rentré, ce n'est pas l'histoire qui est importante. Il est rentré dans l'histoire noire, mais les États-Unis sont en train d'être persécutés par pendant combien il y a plus de 2 millions, à peu près 3 millions de noirs qui sont en prison, incarcérés. Dans le cadre desquels il y a au moins 40 à 50% de cas qui sont des cas, de faux cas, qui sont des cas injustes, qui sont traités. Il y a plus de 40 à 50% de cas qui sont injustes, des gens qu'on va tuer inutilement. Donc, je ne dis pas que c'est Barack Obama, mais je dis qu'il a quand même été président. Mais ce n'est pas là où il m'a impacté, où il m'a montré qu'il entrait dans l'histoire de l'humanité, c'était à travers cette phrase. Et le Canada doit se distinguer. Le Canada doit commencer à travailler dans ce sens. Parce que la paix est partie à des milliers de kilomètres. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui dirige. Ça, c'était le dernier mot. Si j'avais un message, c'est ça. Donc, par rapport à la question concernant comment le sommet de Black Greatness, le sommet de Black Greatness, ça serait on avait voulu organiser cette année, en 2020, mais ça va être maintenant en 2021, ça sera en février 2021. Le mois des Noirs, c'est en mois de février, donc ça serait en février 2021. On va organiser et on commence, ça sera le 1er février. Le 1er février, ça sera le 1er février, c'est du 1er au 5. Vous aurez toute la documentation, vous aurez tous les messages, et ça c'est juste, j'ai juste anticipé parce qu'on est avec encore coronavirus, parce que l'humanité est prise en otage par un petit groupe d'hommes, parce que ce sont les hommes qui dirigent, ils veulent prendre contrôle sur l'humanité, pour que quand ils appuient sur les boutons, qu'il y ait 3 personnes qui meurent à côté. Quand ils appuient un bouton ici, pour que 5 personnes meurent de l'autre côté, parce qu'ils sont bleus ou ils sont noirs. C'est ça le monde aujourd'hui. C'est ce dans quoi on est. Quand on appuie là, ça fait qu'ils ont besoin de vaccins, donc on achète le vaccin. Donc, on leur administre. Quand l'homme dirige, il crée ce qu'on appelle les systèmes de clients captifs. C'est comme ça que les systèmes bancaires aux États-Unis, système bancaire en Occident, système bancaire au Canada, tous, c'est devenu esclave. C'est-à-dire que c'est devenu captif. C'est-à-dire que tu es dedans prisonnier. Système d'assurance, même chose. Système de santé, même chose. Il faut qu'il prenne contrôle sur les gens. Et comme ça, il les gère. C'est cet argent, il s'enrichit et le profit, c'est un profit record. Le profit ne va pas pour construire la société. Le profit, c'est pour avoir un contrôle sur la société. C'est ça. Donc, si vous voulez que le Canada connaisse un écart de vie, des difficultés où les gens vont s'enrichir pour venir prendre contrôle sur le Canada, alors vous pouvez continuer
Ah, mais celui qui veut qu'il y ait la paix au Canada, qui veut qu'il y ait la prospérité au Canada, je n'ai pas dit que les femmes sont toutes, elles n'ont pas d'erreur. Mais quand il est question de la gestion de la chose publique, qu'il est question de la conduite de l'humanité, qu'il est question de la conduite de notre société, qu'il est question de... Ce sont elles qu'il faut. Cherchez pas dans les livres de ceci. Allez lire mes 4 livres, pardon. Allez lire les 4 livres. Vous allez comprendre. Allez lire des articles sur la question des relations, ce qui fait la différence, la façon dont l'homme pense et la façon dont la femme pense. Les actions en politique, comment elles agissent, qui fait quoi. Vous comprenez dans ces livres. Ceux qui veulent se lancer en politique ont tout dans ces livres, dans ces 4 livres. Mon message clé, c'est qu'il n'y aura pas de paix tant que ce sont les hommes. La violence est masculine. Ça ne changera pas. Que vous changiez, quoi que ce soit, ce sont les femmes qui sont, les hommes qui sont toujours là, rien ne va changer. Donc, ça ne sert à rien de s'attendre à ce que quelque chose change. Le mouvement qui est aux États-Unis actuellement, c'est un mouvement qui va faire des bruits, mais ça va s'éteindre. Parce que ce sont les hommes qui sont là. Ils vont l'éteindre, ça n'ira nulle part. Il n'y a pas de changement. Ils vont faire des petits trucs, des petits mouvements, colmatage de quelques petits trucs ici. C'est fini après 2 ans, 3 ans, après même pas 2 ans. 1 mois, 2 mois, 3 mois, on aura oublié ça. Parce qu'il va y avoir d'autres drames encore qui vont venir, qui vont nous faire oublier ça. Aux États-Unis, tout le monde a les armes. Donc, pour tuer, la probabilité qu'on puisse tuer dans les prochains jours, de manière à surprendre l'humanité, ça va venir. C'est juste un petit point de temps. Donc, c'est un pays sur lequel il faut, si on veut faire une recherche sur ces gens pour voir le comportement, c'est ça. C'est-à-dire que vous mettez des gens dans une situation et on dit que c'est une nation développée et le pays le plus développé, ce sont les États-Unis. Mais je rappelle que les pays occidentaux sont aujourd'hui des pays qui sont sous des régimes d'endettement, sous le régime de dette publique, qui sont très énormes. Alors, c'est aujourd'hui l'occasion pour que les nations puissent changer. Les femmes sont rationnelles, les femmes sont efficientes, les femmes sont efficaces. L'homme, non. L'homme, non. Même la gestion du temps, rien. Or, le temps est une variable du management. Le temps est une variable de la catalyse. La femme fait de la catalyse, l'homme gouverne, l'homme contrôle. La femme catalyse les actions des acteurs. Ça fait un effet colossal. Ça fait toute la différence. On n'a pas à comparer. J'ai écrit le livre, les 30 raisons pour choisir une femme comme présidente des nations. Vous allez lire aussi le livre, c'est un autre livre comme ça, qui est fait pour les femmes. Alors, merci beaucoup et c'était avec beaucoup de plaisir et puis pour la prochaine. Merci.